Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois deux personnalités que nous avons chacune déjà reçues ici même, mais séparément. Yunus Jogulanu et Franco Alosio s'occupent depuis de nombreuses années de la fondation Parada, qui désormais s'appelle Parada SAMU Social. Ils vont nous parler de cette fusion avec le SAMU Social, mais aussi d'autres actualités, notamment celles qui concernent les plus démunis. Yunus Jugolanu, Franco Alosio, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir tous les deux en même temps, cette fois-ci. Alors cela fait, vous me direz si je me trompe, cela fait 30 ans que Parada s'occupe des enfants des rues ou qui sont dans le besoin, et 20 ans que le SAMU Social, fondé par le médecin français Xavier Emanueli, agit en Roumanie et vient en aide aux personnes sans abri et ou dans une situation sociale très précaire. Alors comment cette fusion s'est-elle faite et quelle est, ou plutôt quels sont ses objectifs, sans trop s'étendre parce que j'aimerais vous interroger sur d'autres sujets. Mais dans les grandes lignes, parlez-nous de cette fusion. Yunus ou Franco? Brièvement, Parada travaille depuis 1996, donc depuis une trentaine d'années, au profit pour le bénéfice de ce qu'on appelle les enfants et les jeunes en situation de rue de Bucarest. C'était une longue histoire qui a démarré après la chute du communisme, celle des enfants, du phénomène des enfants de rue de Bucarest, de ceux qui habitent s'abriter du froid, notamment dans les canalisations de Bucarest, qui fuguaient des orphelinats ou des familles abusives, pauvres, des régions pauvres qui échouaient, si on veut, à Bucarest et qui se retrouvaient dans des conditions extrêmement dures à survivre, à tenter de survivre dans la capitale roumaine. C'est comme cela que Parada a démarré. Excusez-moi, Jogolanu, si je me rappelle bien, la dernière fois qu'on s'est entretenu ici, ce n'est plus le cas, ou alors ça peut arriver qu'il y ait toujours des jeunes dans ces canalisations. Non, ce n'est plus le cas. En revanche, effectivement, disons depuis 2010-2015, on a constaté un tassement de nouvelles arrivées des mineurs d'âge, donc des enfants dans la rue, des enfants isolés. En revanche, nous travaillons toujours avec des enfants et pour des enfants en situation de rue qui sont avec leur famille en situation de rue. Parfois, les parents on parle de la deuxième, de la troisième génération d'enfants de rue à Bucarest. Parfois, les parents, c'est d'anciens enfants de rue isolés, donc sans famille, de première génération, qui sont devenus adultes et qui ont à leur tour des enfants. Et donc, et si les canalisations ont été abandonnées, souvent ces familles habitent dans des maisons abandonnées, dans des squats, mais aussi dans des communautés à l'habitat informel, qui constitue un vrai problème dont on pourrait en discuter plus largement. Maintenant, pour ce qui est de la fusion, effectivement, du SAMU Social, donc ça c'est Parada. Le SAMU Social a été fondé en 2004 par le docteur Xavier Emanueli, par le SAMU Social International, et il travaille à Bucarest depuis lors, au profit des SDF, des sans-domicile fixe, des personnes adultes, des personnes âgées en situation de rue de Bucarest. Parada SAMU Social fait sens parce que, d'une part, on ratisse large la population la plus marginalisée de Bucarest, de tous âges, et puis parce qu'on collaborait déjà, et puis parce que la méthodologie d'intervention est assez proche et complémentaire. Donc voilà, on a décidé de réunir nos destinées au sein d'une seule association qui s'appelle Parada SAMU Social dorénavant. Et qui officiellement donc s'est créée quand? Elle a été créée l'année passée, mais pratiquement c'était une fusion. Donc on a repris toute l'histoire des deux associations, d'une trentaine d'années pour Parada, d'une vingtaine pour le SAMU Social de Roumanie, ce qui fait que voilà, nous sommes aujourd'hui non seulement les héritiers, mais
enfin, c'est les deux associations réunies. C'est pas une nouvelle association qui a été créée l'année passée. C'est juste une décision de justice qui a, disons, officialisé la fusion. Franco Alosio, ça fait longtemps que vous êtes en Roumanie et vous avez vu comment la France notamment avait eu un rôle important dans l'associatif. Depuis le début des années 90. Comment vous l'avez vécu, ce rôle de la France et notamment vous avez été tout au début de l'aventure Parada avec un Français, je crois. Oui. Oui. Et effectivement, oui, comme vous disiez, la France a été un partenaire très important, pas seulement pour les activités sur la ville de Bucarest, mais surtout la Roumanie. Je me souviens au début des années 2000, dès que je suis arrivé en Roumanie, il y avait un gros projet qui s'appelait Procopil, qui c'était un projet national qui était financé par le gouvernement français, avec le service de coopération, avec l'Institut français, etc., qui a contribué beaucoup aussi au consolidement, pas seulement au financier et soutenir les activités directes à bénéfice des bénéficiaires des différentes associations des pays, mais aussi la construction de la société civile roumaine. Les rôles qu'il y a eu au début des années 2000, je me souviens encore des gens qui ont devenu presque des légendes en Roumanie, comme Alain Canon, qui a travaillé sur Bucarest pour presque 6 ans, et qui a donné un très gros impulse à la création des fédérations des ONG, les rapports avec les institutions. Je me souviens aussi, dès qu'il y a eu la visite à cet homme-là, c'était le ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy, qui était venu sur la question des enfants roumains qui cassaient les aérodateurs, le parc-mètre à Paris. Mais quand même, à partir de là, il y a eu des gros échanges. Et dans ce cadre d'échange et de présence française, ça rentre aussi la création du SAMU social en Roumanie. Et le SAMU en Roumanie, dans les 2004, il avait repris le travail de MSF, Médecins sans frontières belges. À cet homme-là, dans les 2002-2003, moi j'étais membre de MSF. MSF avait considéré que la phase des crises d'urgence humanitaire dans les pays était passée, alors il avait décidé de se retirer. Et c'était grâce à l'intervention du SAMU social international qui a repris le travail de MSF, les activités ont continué jusqu'à l'année dernière, comme disait mon collègue Younous, quand on a décidé, moi j'étais membre fondateur du SAMU et membre permanent dans le conseil directif, et on avait décidé, tant que la situation sociale à Bucarest était complètement changée, c'était une nouvelle dimension, et on a aussi pensé, tous les deux structures, que c'était le moment de faire un passage ultérieur pour consolider les services, mais aussi pour se mieux adapter au changement de la société roumaine. Et c'est la première fois qu'il s'est passé ça a duré un peu, la fusion, parce que c'est la première fois en Roumanie dont deux associations qui se mettent ensemble. Et dans ce domaine-là ou en général. En général. Oui, on a fait de la jurisprudence de ce point de vue-là, dans le sens que, comme vous savez, tout ce qui est des changements, de création, changements, etc., dans les domaines, dans les cadres des ONG, doivent être approuvés en avant par les tribunaux. Et ça durait un peu parce que effectivement c'était une chose nouvelle pour les pays, même les tribunaux. Donc ça a coincé un petit peu ou alors il y a eu une certaine ouverture de la part. Non, il y avait une ouverture, mais du point de vue technique c'était un peu particulier dans le sens que la législation dans les domaines sociaux, la législation qui règle les secteurs ONG, n'avait pas de prévision par rapport aux fusions. Alors, l'étude des avocats, on peut dire les noms, parce qu'ils ont été l'étude de Cumpanașu, qui nous a soutenus bénévolement, a dû se référer à la législation commerciale. Donc, c'est assez commun, donc l'entreprise, il s'est fusionné ensemble. C'est pour ça que c'est duré un peu, mais on a réussi à faire... l'objectif, c'est d'améliorer des services, de créer des synergies, de rationaliser les ressources, avoir parce que le travail de Parada et de SAMU était des travaux complémentaires, comme disait Younous. Avant, les SAMU s'occupaient plutôt des personnes âgées, des sans-abri un peu classiques, avec des problèmes d'alcoolisme, de consommation d'alcool, des problèmes psychiatriques, etc. Il y a encore un service médical qui est très important,
Parce qu'un des gros problèmes pour ceux qui habitent dans la rue, mais même pour les familles informelles, etc., c'est l'accès aux services sanitaires. Et donc, le SAMU a un centre accrédité avec un cabinet médical, avec la possibilité de faire des recettes, donner des médicaments, etc. Parce qu'avant, vous, en tant que Parada, quand des enfants avaient des besoins de soins, comment vous faisiez? Généralement, tant qu'il y en a des enfants, si on parle des mineurs, on s'adressait directement au service public, mais aussi au SAMU, évidemment. Oui, tant qu'il mineur doit avoir la couverture sanitaire. D'accord. Et vous, Franco Allusio, vous êtes italien. Je crois que vos financements viennent aussi en partie d'Italie, non? Maintenant, c'est changé un peu dans les sens que, comme tous les ONG, pas mal de structures de la société civile roumaine ont à l'origine une création de partenaires étrangers, qu'ils soient italiens, français, allemands, etc. Ça, on parle du début des années 90. Et un peu le contexte est changé. Et ça s'est localisé maintenant? Vous avez davantage... C'est localisé. Alors, par exemple, si on prend l'exemple de Parada, on pourrait dire que jusqu'il y a 15 ans, la majorité, presque les 90%, je dirais aussi les 100% des financements venaient de l'étranger. En principe, Italie et France. Et depuis la rentrée, mais évidemment, les ONG, ils travaillent ils font de la récolte d'argent. La récolte d'argent, c'est-à-dire aussi créer un réseau de partenaires, faire de la communication, des travail de fundraising, etc. Le contexte aujourd'hui est complètement différent. La Roumanie est dans l'Union européenne depuis 2007, c'est presque 20 ans. Est un pays qui s'est très développé, très grandi du point de vue économique. Beaucoup d'entreprises, elles se sont un peu retirées du point de vue de la corporate social responsibility d'entreprises internationales. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut pas dire que la Roumanie a besoin d'une aide financière de l'extérieur. C'est pour ça, aujourd'hui, je pense que les 2% de nos financements viennent de l'étranger. Après, le reste, c'est plutôt des financements roumains, qu'ils soient projets et responsabilités institutions sociales. ou sociétés roumaines. Oui. D'accord. Et ça, c'est valable en général pour tous les systèmes roumains. Les financements de l'étranger sont presque... Et précisément là-dessus, j'aimerais qu'on revienne sur un point. On l'avait déjà mentionné lors d'un précédent entretien. Je crois que c'était avec vous, Younous Jougolanou. Dans les graniers, est-ce que vous pourriez nous rappeler les dispositifs fiscaux qui permettent en Roumanie de rediriger une partie des impôts sur le bénéfice vers les associations et fondations? Je vous demande de le rappeler parce que derrière moi, j'ai été, par exemple, en lien avec un dirigeant qui n'était pas au courant du fait qu'il a été très surpris. Donc je pense qu'il est bon de rappeler cette fonctionnalité, on va dire. Tout à fait, mais absolument. Mais donc la loi fiscale roumaine permet la défiscalisation de jusqu'à 20% de l'impôt sur le profit des grandes entreprises en soutenant une association, une fondation. Donc voilà, c'est une procédure très simple. Il faut s'adresser, si vous avez des chefs d'entreprise qui désirent soutenir des associations, il est très simple de le faire. C'est juste contrat de sponsoring, formulaire 177, je crois que c'est ça. Exact, tout à fait. Et puis, au niveau individuel également, il existe la possibilité de diriger jusqu'à 3,5% de son impôt, de l'impôt sur l'année précédente, vers une œuvre charitable, donc pour soutenir une association, une fondation. D'accord. C'est 20% de l'impôt sur le profit. Je crois que c'est aussi 1,5% du chiffre d'affaires, ou je me trompe? Pas plus de 3,5. Ah, c'est toujours 3,5 du chiffre d'affaires. Oui, d'accord. Il y a deux conditions limitatives, mais... Et c'est l'ANAF qui se charge de donc c'est pas une charge d'exploitation pour l'entreprise. Ça, c'est important de le noter. Ouais. C'est un cas particulier, c'est celui de la Roumanie qui, effectivement, la politique de responsabilité sociale des grandes entreprises peut se dérouler sans aucun frais à leur charge, en fait. Jusqu'à, évidemment, un certain seuil.
D'accord. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu. Effectivement, il y a cette politique. Je crois qu'il y a eu une crainte. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans que cette défiscalisation puisse disparaître. Maintenant, il n'y a plus trop cette crainte parce que, quelque part, cela permet aussi à l'État, enfin cela permet, et cela se fait au détriment, quelque part, d'une responsabilité de l'État qui doit prendre en charge des services sociaux en général. Donc d'un côté, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, c'est bien, c'est positif, et d'un autre côté, ça déresponsabilise l'État, non? Comment vous le voyez? C'est compliqué à juger sur pièce. Disons, la pratique européenne en la matière, c'est effectivement en Occident, le financement des associations, du monde associatif est assuré en grande partie par des deniers publics, qu'il s'agisse des pouvoirs publics locaux, régionaux et ainsi de suite. En Roumanie, malheureusement, effectivement, le financement, les subventions publiques vers l'associatif, même vers ceux qui déroulent des actions concrètes, des services concrets au niveau social, médical ou autre, sont tout à fait anecdotiques. En revanche, effectivement, l'État roumain a mis en place ce dispositif qu'il a laissé au bon vouloir des sociétés, de la responsabilité sociale des entreprises, pour soutenir à leur guise les projets, les associations qui leur semblent faire sens. C'est une excellente chose. On devrait quand même, on voudrait avoir plus d'implication de l'État, en même temps, sans que cela empiète ou réglemente de façon excessive le fonctionnement de nos services. Non pas que nos services soient hors la loi, mais parce que la valeur ajoutée d'une association est justement sa capacité d'innover, de proposer du nouveau, or entrer dans un carcan, dans une caisse très bien... Trop rigide, oui. Très rigide, ça enlève en fait la plus-value qu'une association peut apporter sur son terrain d'action. Il peut y avoir de la complémentarité entre les deux, comme c'est le cas. Parce que l'État aussi développe des services sociaux, médicaux et ainsi de suite. Donc la valeur ajoutée d'une association constitue quand même son inédit. Dans l'intervention inédite, nous, à Parada, c'est le CIR social. Le CIR social n'est pas réglementé dans son fonctionnement. Il ne peut pas être reconnu. Et puis, il y a une façon de faire, approcher la population vulnérable à travers le travail social de rue, il y a différents outils que nous utilisons en tant qu'association pour être au contact des plus démunis et pour nous adapter à ce public. Qui doit rester quand même du ressort de... Si je pourrais dire quelque chose par rapport à la question du formulaire, à la défiscalisation des impôts, parce que c'est un instrument, à côté de ce que disait mon collègue Yonou, c'est un instrument très intéressant, parce que, comme on disait avant, c'est presque, pour l'entreprise, s'agit pas vraiment de donner de l'argent, c'est des impôts qu'ils ont déjà payés sur l'année précédente. Tu demandes, comme entreprise, à DANAF de redirectionner des 20% de l'argent qui tu as déjà payé comme impôt vers des ONG. Donc c'est par rapport à l'année précédente. C'est par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire que pour l'entreprise, il n'y a pas vraiment une dépense financière. Ils ont déjà payé les impôts. Ils demandent qu'à NAF de redirectionner cet argent. Il semble que, après, à côté de toutes les choses qui disait mon collègue Younous, la chose est très intéressante parce qu'il semble que les potentiels de financement en utilisant ce type de formulaire et cette facilitation fiscale serait autour de 1,5 milliard d'euros par an. Les potentiels généraux. Un milliard et demi. 1,5 milliard d'euros. Ouais.
Jusqu'à la 2024. Le potentiel officiel, c'est oui, 1,5 milliard d'euros par an. Les études nous disent que jusqu'au 2024, entre les 5 et 7% des entreprises ont utilisé cet instrument. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un potentiel... Entre 5 et 7, toute entreprise confondue. Oui, c'est-à-dire que plus de 90% des entreprises n'ont jamais utilisé cette possibilité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une marge pour la société civile roumaine, vraiment une marge de stabilité financière assez importante. Certaines n'auront peut-être pas fait de profit. Peut-être certaines n'ont pas fait de profit. Mais je crois que même on peut reporter... Tu peux rapporter la défiscalisation, tu peux les rapporter sur l'année suivante. Sur les années suivantes. Oui. Et puis il y a là cette possibilité aussi sur le chiffre d'affaires, dans ce qu'on disait aussi, défiscaliser sur le chiffre d'affaires. Comme c'est un instrument, je pense que c'est le seul pays en Europe qui utilise ce type, à ce niveau-là, ce type Je pense que le pourcentage de 20%, quand j'en discute avec des Européens de l'Ouest, on va dire, sont assez surpris. Mais bon, comme le disait Ionuț, il faut penser complémentarité. Ce ne sont pas deux... disons, là, d'un côté, il y a l'État et puis les associations. Et il ne faut pas choisir entre l'un et l'autre. Il faut que les deux puissent être complémentaires. J'aimerais également qu'on parle d'une thématique qui est propre à ce que vous faites. En préparant cet entretien, vous m'avez proposé, je crois que c'est vous, Ionuț, un thème d'actualité, celui de l'application d'une nouvelle loi des communautés vivant dans un habitat informel à Bucarest, ce dont on parlait au début. Alors, c'est quoi cette nouvelle loi? Alors, est-ce que c'est un projet de loi? Est-ce qu'elle a déjà été approuvée? C'est une loi qui est passée déjà devant le Parlement. Qui est passée devant le Parlement en 2019. Qui a sa loi d'application. C'est une loi qui prévoit la possibilité pour des communautés à l'habitat informel de passer dans la légalité. Il existe, selon les études, environ 200 000, voire plus, de personnes qui habitent de façon illégales, donc qui n'ont pas qui ont construit leur maison, du matériel recyclé ou récupéré sur des terrains vagues, parfois à l'extérieur des villes ou des villages, à la périphérie, qui n'ont pas d'accès aux utilités, qui n'ont pas de numéro cadastral et qui se trouvent en une complète illégalité légale. En même temps, c'est 200 000 personnes qui existent en Roumanie, c'est des citoyens roumains qui doivent pouvoir vivre de façon décente, y compris ayant accès aux utilités publiques. L'électricité, le fournisseur d'électricité ne va pas connecter une maison qui n'a pas de numéro cadastral, qui n'est pas enregistrée, ou sur laquelle tu n'as pas de papier, d'acte de propriété ou de location. Cela empêche des centaines de milliers de gens, y compris des dizaines de milliers d'enfants, de vivre avec un minimum ils vivent dans des conditions décentes. Le Moyen-Âge. On travaille dans des communautés à Bucarest qui font le feu à l'extérieur pour cuisiner. Et ça va être dans le centre de Bucarest comme à l'extérieur? Les communautés à l'habitat informel, c'est plutôt à la périphérie. À la périphérie. Mais il existe aussi sur certains terrains vagues à l'intérieur de la ville. Et c'est des communautés qui ont parfois des dizaines d'années d'existence, des gens qui vivent là, des enfants qui sont devenus adultes, qui sont nés là. C'est un problème urgent. Malheureusement, je ne dirais pas que c'est tardif, mais on a trop laissé les choses pourrir. Le souci social de l'État roumain le social n'est pas une priorité de l'État roumain, ni hier ni aujourd'hui. Et malheureusement, ça empiète sur la qualité de vie, sur la capacité des enfants d'aller à l'école, sur la capacité, c'est la
concourt à l'abandon scolaire, cela concourt à l'exclusion sociale, à la marginalisation des pans entiers de la société roumaine, y compris dans les grandes villes. C'est une loi bienvenue, mais encore faut-il l'appliquer. Et alors, Malheureusement, en quoi consiste-t-elle exactement? Ça veut dire quoi? D'abord, il faut qu'une commission soit constituée dans les villes, dans les régions qui comprennent ces communautés à l'habitat informel. Une commission qui devrait effectuer un recensement de ces communautés et puis de trouver, en collaborant avec les autorités locales, de trouver des solutions en bénéficiant des dispositifs légaux de cette loi de 2019. Malheureusement, à Bucarest, parce qu'on se trouve à Bucarest est une grande ville, donc elle recueille en son sein énormément de richesses, mais aussi énormément de pauvreté, qui est beaucoup plus ignorée que la richesse. Et ce n'est qu'à l'année passée, en 2025, que cette commission a été constituée sous l'autorité de l'architecte-chef. Alors que la loi est passée en 2019. Exact, à Bucarest. Maintenant, on a une première communauté, mais il y en a des dizaines à Bucarest qui a été reconnue officiellement par cette communauté, et avec l'aide de la mairie du secteur 6, on essaie de trouver des solutions légales pour passer dans la légalité. Est-ce que ça veut dire concrètement éventuellement rénover des habitations qui ont été construites avec des matériaux récupérés, ou on parle de logements sociaux à construire? La loi prévoit, donc privilégie plutôt la légalisation du bâti existant. Parce qu'il y en a du bâti existant à Bucarest, il y en a du demande à bâti être existant, consolidé. mais qui est inexistant aux yeux de l'aménagement du territoire actuel, parce que ces maisons, parfois délabrées, parfois mieux construites, l'ont été sans en toute illégalité, si on veut, parce qu'il n'y a pas de... C'est sur des terrains dont le régime juridique est incertain, il n'y a pas eu de permis de bâtir, donc il faut que tout cela l'idée, ça serait soit plutôt légalisé. de consolider plutôt que de construire quelque chose de La nouveau. loi prévoit comme première option cette idée. D'accord. Dans l'éventualité où il n'existe pas de possibilité, parce que ces maisons sont construites sur des terrains dangereux, pollués ou inondables, ou que sais-je, sous des lignes à haute tension, alors il faut que les autorités locales puissent trouver des solutions de logement, dont des logements sociaux. Malheureusement, comme je disais, Bucarest n'a pas de politique de logement social. N'a pas de politique. Et le logement social tel qu'il existe, il n'est pas géré par le département social. Bucarest a 6 départements, secteur 1 à 6. Chacun est compétent dans son domaine, chacun fait ce qu'il entend. Il n'y a pas de coordination véritable de l'intervention sociale sur un même territoire, et ainsi de suite. Mais pour revenir à cette loi, elle est très importante, mais il faut vraiment que les autorités locales aient la volonté politique de la mettre en branle et de l'appliquer. Parce que sinon, elle reste dans dans le moniteur officiel, dans le journal officiel, et c'est tout. Elle n'aura pas d'impact s'il n'y a pas de volonté politique. C'est un outil, mais comme tout outil, il faut s'en servir. Oui, le mettre, Et il faut avoir les budgets, la volonté politique pour tenter à ce que des centaines de milliers de gens à travers le pays puissent vivre correctement, puissent avoir une adresse, un domicile, puissent avoir des papiers d'identité, parce qu'on sait bien que la carte d'identité en Roumanie dépend d'une adresse de domicile.
Pour des gens qui vivent sans... C'est aussi des sans-papiers. Il y a des villes, grandes, moyennes, en Roumanie qui se distinguent par une meilleure mise en œuvre de cette politique-là. Il y a un seul projet plus avancé que je connais à Rešica, dans la ville de Rešica. Mais malheureusement, non. Le social, je disais, je l'assume, n'est pas une priorité des politiques publiques, ni au niveau national, ni au niveau local en général. Et c'est très malheureux, parce que la Roumanie, quand même, fait partie depuis une vingtaine d'années de l'Union européenne, elle devrait assumer ses responsabilités à travers aussi à l'égard des plus démunis. Précisément, en parlant de ça, Franco Losieux, j'aimerais avoir votre opinion sur ce regard vis-à-vis des plus démunis. Comme le disait Younous Jougalanou, il y a un État qui fait défaut à ce niveau-là. Comment vous percevez le regard des Roumains vis-à-vis de la pauvreté? Comment ce regard-là a évolué? Moi, personnellement, j'ai le sentiment, parce que ça fait aussi... ça rappelle des mauvais souvenirs, on va dire ça comme ça. La pauvreté ou la personne qui est dans le besoin, on la rejette, je dirais, d'une façon naturelle parce que on a envie que la Roumanie ce soit autre chose, parce qu'on n'a plus envie de côtoyer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de rejet qui, quelque part, se comprend, mais est-ce qu'il a un petit peu évolué dans la psychologie des Roumains, d'après vous? Et de mon point de vue, absolument, c'est évolué. C'est vrai que d'un côté, après, il faut comprendre effectivement de quelle Roumanie on parle. Si on parle de la Roumanie urbaine, de la Roumanie rurale, des différents... Précisément, est-ce que c'est intéressant la distinction entre les deux? Oui, il y a effectivement deux différentes Roumanies. Parce que vous la connaissez bien, la Roumanie rurale. Hein, sur la Roumanie, c'est ça. Vous avez, quand vous étiez venu, vous avez parlé de votre pension à Valkid, au centre du pays. Donc vous connaissez bien le rural. Encore dans la Roumanie, il y a des grosses différences, évidemment. Après Bucarest, c'est une autre chose. Bucarest ne représente pas vraiment la Roumanie. Bucarest, c'est une ville à part, c'est un monde à part, comme aussi les autres grandes villes. Dans la partie rurale, évidemment, la pauvreté est encore beaucoup répandue. Et il y a des contextes où effectivement il y a une pauvreté qui est généralisée. Alors c'est plus tolérable, si on voudrait dire, dans le sens que les contextes, c'est comme ça. Donc vous diriez qu'il y a un peu plus d'entraide? Non, plus tolérable dans le sens tant que c'est un contexte généralement pauvre. Et les différences entre ceux qui ont un peu plus, qui sont un peu plus riches. Donc vous ressentez pas ce rejet-là? Non, je ne sens pas ce rejet parce que au niveau des comment on dit, des contextes ruraux, il y a quand même une interdépendance. Entre les gens qui sont plus pauvres. Je pense par exemple aux communautés roms qui sont dans des situations rurales très isolées en Transylvanie plutôt que dans des autres régions un peu plus isolées. Et ils font partie quand même d'une économie locale, avec leur rôle, etc. Ils font partie quand même d'une communauté. Les différents, l'exclusion, tu les vois plutôt dans les gros villes, dans les villes, où il y a effectivement des différentes... comment on dit, même dans la même ville, il y a différentes sociétés. Et chacun, des fois, ces types de sociétés différentes ne parlent pas l'une avec l'autre. Et ça, c'est vrai qu'aussi au niveau des gros villes, il y a une tendance générale qui c'est à améliorer, à changer, à regarder des exemples de l'Europe occidentale, etc., etc. Et alors, c'est vrai que des fois, on voit la personne marginalisée, les groupes défavorisés, etc., comme un obstacle pour le développement. Et après, il y a aussi, comme si vous voulez, la société s'est habituée à voir les pauvres. Comme disait mon collègue Younous, aujourd'hui, la chose a changé aussi du point de vue, comment on dit, des pratiques, dans le sens que toute la marginalité la plus... excusez-moi, la marginalité a été expulsée vers les périphéries de la ville. Alors, dans le centre-ville de Bucarest, tout pourrait être
presque n'importe quelle capitale européenne. Effectivement, les périphéries font la différence. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette attitude un peu de voir la marginalité comme une limite au développement. De l'autre côté, il y a aussi un gros changement du point de vue culturel. On a de plus en plus des jeunes roumains, mais pas seulement des jeunes qui font du bénévolat, des jeunes qui sont de plus en plus très sensibles, impliqués par rapport aux problèmes sociaux qu'il y a. Nous, on reçoit pas mal de contacts, je ne voudrais pas dire quotidiennement, mais assez souvent. Des jeunes qui veulent faire un stage. Oui, des gens qui veulent faire des stages, mais aussi des citoyens qui t'appellent pour te dire attendez, il y a dans cette rue-là, il y a un vieux monsieur qui est tout seul, je voudrais aider cette famille-là, je voudrais faire avec quelqu'un. Il y a un changement qui est plus... C'est qu'il faut... les gros limites qu'on a aujourd'hui, c'est que les institutions publiques n'ont pas eu la capacité, comme disait Younous avant, de suivre les changements. Leur présence, il est encore assez faible. Même si la société a évolué en général, l'administration publique est restée un peu à la retraite. Ouais. Allez, terminons sur une note un peu festive, si vous le voulez bien. Il y a, je crois, des célébrations à venir qui vont sceller cette fusion entre Parada et le SAMU social. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Parlez-nous de ça un petit peu. On essaie effectivement de marquer le moment parce que quand même, je pense que Parada, on pense que Parada a représenté, tout comme le SAMU social, un point de référence pour pas mal de personnes isolées, exclues, marginalisées au fil du temps à Bucarest. Et il est bon, je crois, de pouvoir marquer aussi par une célébration. On n'imaginait pas que ça va être la grande fête, mais quand même, on va marquer ces 30 années d'existence de Parada, donc maintenant Parada SAMU social. À l'ambassade de France, monsieur l'ambassadeur, son excellence nous a conviés pour une soirée Parada, mais aussi à l'ambassade d'Italie. Donc le 25 mars, on va fêter Parada avec des amis français, francophones, pas seulement, à la résidence de France à Bucarest. Je tiens aussi à rendre hommage aux ambassadeurs successifs de France, mais aussi d'Italie, qui sont à chaque fois restés, sont venus avec nous à Maraude, ont voulu connaître cette face cachée de Bucarest. Cette face cachée. Maraude, qu'est-ce que ça veut dire, l'expression ? Maraude, c'est l'intervention sociale de rue, que parfois on fait le soir ou la nuit. On va au contact des populations exclues, des personnes sans abri, des familles qui habitent dans des squats ou dans des maisons insalubres. Et on essaye de les aider. Et cette connaissance, cet intérêt que les ambassadeurs successifs de France et d'Italie ont eu par rapport à notre travail et à cette marginalité, nous a beaucoup aidé, nous a encouragé, disons, à poursuivre notre travail. Et cette approche empathique, intéressée, curiosité, non malsaine, mais au contraire positive, si on veut, on la retrouve pas au milieu du monde politique roumain, du monde décideur roumain. D'ailleurs, ce que disait Franco sur le fait que la marginalité ou l'exclusion ou la pauvreté est considérée comme un frein au développement, je m'excuse, mais c'est une bêtise, mais cela est vrai. Le discours public en Roumanie, depuis M. Băsescu, M. Boc et ainsi de suite, ces 20-25 dernières années, ont toujours mis les pauvres dans la situation du bouc émissaire. C'est à cause, soi-disant, des aides sociales que la Roumanie est à la traîne, a de la dette, et ainsi de suite,
alors que statistiquement, les chiffres, les chiffres économiques, c'est tout à fait dérisoire. Les aides sociales, c'est dérisoire en Roumanie. Les programmes sociaux, c'est dérisoire, eu égard le budget de l'État. Merci, Ionu Jugoleanu et Franco Alosio, d'avoir été avec nous au micro du soir. J'ai été ravi de vous avoir tous les deux. Merci pour vos messages et longue vie à Parada SAMU Social. Merci à vous. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un bon week-end placoute. Au revoir.